Bonjour Christine, comment tu vas? Très bien, bonjour Isabelle. Je suis contente de ce moment passé ensemble pour discuter. Oui, tout à fait. Moi aussi, ça fait un petit moment qu'on prépare cet enregistrement, cet article à quatre mains sur ta proposition. Je vais te demander de te présenter si ça t'embête pas, et puis je me présenterai après de façon à ce qu'on sache un petit peu à qui on a affaire avant que l'on déroule notre comparaison, notre présentation du langage clair et du langage inclusif. Alors à toi. Avec- D'accord, merci. Bien, moi en fait, je m'appelle Christine Laugier, je suis traductrice de l'anglais et de l'italien vers le français depuis 2008 et je traduis des beaux livres, des guides, des BD et des essais pour différentes maisons d'édition françaises et italiennes. Parallèlement, je propose aussi des services de rédaction web SEO pour aider les entreprises à rédiger leur contenu pour le web, les pages fixes de leur site, des articles de blog, leurs newsletters ou encore des livres blancs. L'écriture fait donc partie intégrante de mon quotidien. Et en tant que professionnelle de l'écrit, je m'intéresse aux différentes techniques de rédaction, mais aussi au rôle joué par la langue, à ses enjeux sociaux et politiques. Et c'est dans ce cadre que je me suis plus particulièrement intéressée à ce que l'on appelle la rédaction en langage clair, et aussi que je me suis beaucoup intéressée à tout le travail que tu mènes pour mettre en avant et former les personnes à l'écriture inclusive. Ok, ben merci beaucoup pour cette présentation. Je Donc, t'en pour ma prie. part, je m'appelle Isabelle Meurville, je suis traductrice indépendante depuis une petite vingtaine d'années, un petit peu plus maintenant, et je suis spécialisée à la fois en transition énergétique, ce sont les domaines que je traduis, transition énergétique et droits fondamentaux. Et par ailleurs, mes convictions féministes m'ont amené à développer cette technique particulière qui ne fait pas de faute en français, mais qui permet d'appliquer d'autres règles que celles du masculin qui l'emporte, que l'on appelle donc français inclusif, écriture inclusive, rédaction épicène. Voilà, tout ça recouvre un petit peu la même volonté d'éviter les stéréotypes qui sont dommageables pour une bonne partie de la population. Et comme tu le disais tout à l'heure, Christine, je propose ici une formation qui est destinée au métier de l'écrit par rapport à ce français inclusif. Voilà, bien, je crois que nous allons démarrer notre présentation. Il faut que je partage l'écran. Voilà, donc en discutant un petit peu à bâton rompu, toutes les deux, on s'est rendu compte que euh, nos deux spécialités avaient pas mal de points communs. Et je te propose, Christine, pour démarrer, en bonne linguiste, de définir ce qu'est le langage clair pour qu'on parle bien de la même chose. D'accord. En fait, le langage clair, c'est tout simplement la rédaction en langage clair, c'est une technique de rédaction qui a pour but donc de faciliter l'accès à l'information en permettant au plus grand nombre d'y accéder, de fluidifier la communication écrite entre les personnes et d'améliorer les échanges entre ces mêmes personnes en faisant en sorte qu'elles se comprennent bien. Mhm. Donc, si je comprends bien avec le langage clair, le lecteur ou la lectrice est vraiment au centre des préoccupations de la personne qui va rédiger ce texte. C'est exactement ça. Grâce à cette technique de rédaction qui vise à produire des messages clairs, la personne à laquelle on s'adresse doit comprendre le texte dès la première lecture. Elle doit y trouver facilement ce qu'elle y cherche et surtout, à l'issue de la lecture, elle sait si elle doit agir et comment procéder. Et en ce qui concerne le français inclusif, quelle définition donnerais-tu, Isabelle? Je sais que chez toi, le français inclusif, tu le rapproches d'une volonté très forte d'éliminer les stéréotypes. Mais c'est ça, c'est toute une histoire de clichés. Donc oui, le plus gros changement dans cette manière de parler et d'écrire concerne le sexisme de la formule qu'on appelle le masculin qui l'emporte ou masculin générique. Le masculin générique, pour poser aussi les définitions, c'est cette règle d'accord au masculin, c'est-à-dire que quand un groupe est mixte, la grammaire française impose d'accorder tout au masculin. On dit aussi donc que le masculin l'emporte sur le féminin.
Tu aurais un petit exemple pour illustrer ce que tu viens de dire? Oui, alors l'exemple que je prends fréquemment, c'est 3 petites filles et leur chaton sont morts dans l'incendie. On voit que mort est au masculin parce que le chaton, au masculin, l'emporte sur les petites filles. Et oui, même le chaton l'emporte sur les petites filles, ce sera un objet au masculin, il l'emporterait aussi grammaticalement. Donc, en français inclusif, cette phrase, ça deviendrait 3 petites filles sont mortes dans l'incendie, leur chaton n'a pas survécu non plus. Évidemment, il y a aussi d'autres reformulations possibles. Cela dit, adopter le français inclusif, c'est aussi veiller à supprimer tous les stéréotypes. Le gros morceau, c'est le sexisme, mais il y a aussi une volonté d'éliminer les clichés liés au racisme, à la grossophobie, au validisme, etc. Et tout ça, c'est aussi lié à l'histoire, bien sûr. Bien sûr, ouais, 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 ouais. Et effectivement, en parlant d'histoire, hem, je vais vous présenter très rapidement et très brièvement, une petite histoire du langage clair. Isabelle, si tu peux, avancer à la prochaine diapo. Voilà, parfait. Aux Heu, États-Unis. donc en fait, l'histoire de la rédaction en langage clair, c'est une histoire en réalité très récente qui remonte en fait au siècle dernier, au XXe siècle aux États-Unis. Puisque tout a commencé dans les années 1980 lorsque les administrations américaines ont décidé d'adopter l'anglais simplifié afin de permettre au plus grand nombre de leurs concitoyens d'accéder facilement au contenu qu'elles produisaient et d'accéder ainsi à une bonne compréhension de ce qui était transmis par ces administrations. Euh, En 1998, Al Gore, alors vice-président, déclare: le langage clair est un droit civil. Il montre là à quel point la fonction politique du langage clair est désormais enracinée aux USA. L'idée, c'est de permettre à tous d'accéder de façon égale à l'information grâce au langage clair. En 2010, les administrations fédérales se dotent toutes d'un guide des bonnes pratiques en langage clair. Et nous allons voir maintenant ce qui s'est passé dans le monde francophone, les pays francophones, avec le Québec, la France et la Belgique comme fer de lance par rapport à la rédaction en langage clair. Dans ces pays aussi, les pouvoirs publics s'emparent de cette question de la rédaction en langage clair afin de faciliter l'accès à l'information de l'ensemble de la population, mais aussi d'améliorer l'efficacité de leurs services. Ces différents États se dotent donc de guides pratiques, mais aussi d'instances dédiées à la promotion de la mise en place du langage clair en tant qu'outil de rédaction. Au début des années 2000, par exemple, en France, il est décidé qu'entre l'administration et les usagers, il ne doit plus y avoir de termes obscurs ni de phrases compliquées. Et parce que le langage administratif est trop souvent perçu comme complexe, trop technique, trop juridique, le gouvernement français décide de créer le Comité d'orientation pour la simplification du langage administratif, le COSLA. Ce comité conçoit 3 outils pour accompagner les rédacteurs des instances publiques: un guide de rédaction administrative, un lexique des 2000 principaux termes et expressions du jargon administratif réalisé par les dictionnaires Le Robert, mais aussi un logiciel d'aide à la rédaction administrative appelé LARA, qui allie les règles du guide et les données du lexique. Le langage clair est aujourd'hui perçu comme un droit civique, mais aussi comme un outil essentiel pour les administrations. Il commence également à être perçu comme un atout majeur pour les entreprises et les organisations dans le cadre de leur marketing et de leur communication. Notons qu'une norme internationale, la norme ISO 24465, est en cours de rédaction et qu'elle devrait être mise en place dans le courant de l'année 2023. Elle constituera une sorte de label de qualité pour les entreprises qui adopteront cette technique de rédaction. Et du coup, du côté du langage non sexiste,
Tu peux nous raconter un peu ce qu'il en est au fil de l'histoire? Oui, alors pour ce qui est de nommer les femmes au féminin, hein, puisque donc c'est le gros morceau de ce langage non sexiste, mais ça n'est pas une histoire récente, hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes nous disent, que ça vient des États-Unis, que c'est du wokisme, etc. En fait, cette volonté de nommer les femmes au féminin, c'est une longue tradition française. Les recherches en histoire de la langue montrent qu'à toutes les époques, depuis le XIIe et certainement avant aussi, les femmes ont demandé à être nommées au féminin. Et en fait, elle l'était. Les noms de métiers en S, le suffixe E, 2SE, comme dans poétesse, philosophesse, maîtresse ou venderesse, étaient extrêmement courants. Malheureusement et intentionnellement, ces mots en S ont été ridiculisés. Il y a eu toute une phase qui est parfaitement documentée dans les thèses de recherche de la langue. Les termes ont été ridiculisés et les femmes ont été écartées peu à peu des professions prestigieuses ou de pouvoir. Donc, il y a à la fois le phénomène politique et le phénomène linguistique. Tout ça, évidemment, va de pair. Il me semble avoir lu des textes de l'historienne Éliane Viennot qui raconte tout ça, effectivement. Ah oui, absolument. Alors, Éliane Viennot, notamment, a fait un énorme travail de mise au jour. Elle a trouvé une foule de documents d'époque qui vont dans ce sens. Et ces textes montrent qu'au fil des siècles, les professions considérées secondaires par les hommes au pouvoir ont conservé un nom féminin et l'usage continue de nommer ces métiers au féminin. Les infirmières, les vendeuses, les caissières sont nommées au féminin et personne, entre guillemets, n'y trouve à redire. En revanche, le débat reste extrêmement sensible sur les féminins de profession à fort enjeu de pouvoir ou de prestige. Certaines avocates refusent d'être nommées avocates, donc ce n'est pas uniquement une question d'hommes au pouvoir. Les femmes ont parfaitement intégré aussi cette survalorisation du masculin et cette dévalorisation du féminin. Donc les avocates, les bâtonnières, les chirurgiennes sont des termes qui ont toujours existé, qui existent, mais qui ont un petit peu de mal à se faire une place. Donc, on a beaucoup parlé du passé pour cette première partie, mais on se rend compte, en fait, en discutant toutes les deux, Christine, que c'est au présent et dans l'avenir que nos deux spécialités ont pas mal de points communs. Alors, je vais peut-être avancer les diapos. Ouais. Effectivement, parce que notamment en ce qui concerne la rédaction en langage clair, derrière cette rédaction se cachent des enjeux politiques et sociaux. Les textes clairs garantissent à chacun et chacune le plein exercice de sa citoyenneté. Ce n'est pas rien. Et dans un contexte démocratique, l'accès à l'information constitue un droit fondamental. Et pour que les citoyens et les citoyennes puissent l'exercer correctement, il est donc primordial que les administrations publiques s'appliquent à rendre d'une part accessibles les informations pour leurs différents publics, qu'elles s'appliquent aussi à simplifier notamment les dossiers et formulaires administratifs pour que la tâche des usagers soit facilitée lorsqu'ils les remplissent. Ces administrations publiques doivent également produire des courriers clairs qui facilitent la compréhension des destinataires et leur permettent d'engager les actions nécessaires. Donc, d'après toi, le langage clair, les recommandations qui sont faites constituent un outil efficace pour parvenir à ces 3 points-là? Oui, tout à fait. Car en facilitant l'accès à tous les membres d'une même nation à une information claire et lisible, comme je te le disais, le langage clair permet cet exercice d'une citoyenneté. Il crée aussi les conditions nécessaires à la réduction des inégalités sociales, puisqu'il met en place des conditions d'égalité d'accès à l'information. Il permet aussi à chacun et à chacune de faire des choix éclairés en matière de consommation de biens, dans l'exercice de ses droits civiques, dans son travail, pour sa santé, sa protection sociale. Et c'est en cela que, selon moi, le langage clair, mais pas seulement de moi, mais le langage clair assure une fonction véritablement sociale et politique.
Mais il me semble quand même que le français inclusif joue également ce rôle-là, non? Oui, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. En fait, le français inclusif a aussi une fonction sociale et évidemment politique, parce que la langue, elle est politique, c'est un outil politique. Si ça pose autant de freins, si on a autant de freins sur ces deux adoptions, c'est bien que derrière, il y a des enjeux. Donc, la volonté de nommer les femmes au féminin, d'inclure les personnes non binaires, que ce soit avec des néologismes ou avec une graphie particulière ou avec des mots épicènes, etc., les solutions ne manquent pas. Les deux évolutions de la langue, langage clair, langage inclusif, jouent un rôle dans l'émancipation de beaucoup de personnes. J'ai un peu de mal à dire minorité, vu que quantitativement, ce ne sont pas vraiment des minorités, en tout cas pas toujours, mais en contournant la règle injuste du masculin qui l'emporte, on efface la moitié de l'humanité. Et ça a des répercussions dommageables sur beaucoup de personnes, à la fois des répercussions individuelles, des personnes qui ne se sentent pas reconnues, qui ne se sentent pas exister, parce que nommer fait exister, mais aussi des répercussions collectives, parce que là aussi, lorsque la communauté, la population n'est pas nommée, eh bien, elle n'existe pas, elle n'a pas de voix, en fait. Oui, c'est juste, ça, c'est tout à fait juste. Et pour revenir au langage clair, on se rend compte de l'importance de cette technique de rédaction, notamment dans des domaines professionnels qui utilisent un langage complexe. Je pense notamment à la médecine, au secteur du juridique, des assurances, qui recourent à ce que les sciences du langage appellent des langues de spécialité, qui évidemment apparaissent très complexes, obscures, jargonnantes pour le grand public, qui n'est pas habitué à ce vocabulaire particulier et à sa syntaxe spécifique. Donc, l'enjeu du langage clair consiste aussi à rendre ces écrits dans des domaines, à rendre ce type d'écrit plus compréhensible et parfaitement utilisable par leurs lecteurs. C'est d'ailleurs la condition pour que ces secteurs d'activité évitent tout malentendu et donc gagnent en efficacité et en fluidité dans leurs relations avec leurs clients ou leurs patients quand il s'agit de la médecine. C'est pour ça que, en fait, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et notamment quand on est une entreprise et qu'on doit communiquer, c'est que le langage clair permet aussi d'instaurer une certaine efficacité communicationnelle. Il garantit de bien transmettre le message et le bon message à votre destinataire. Et il permet aussi de contrôler du coup ce message véhiculé et d'éviter tout malentendu et tout problème qui pourra en découler. C'est dans ce sens qu'il peut s'avérer également utile à toute communication de marque. Ouais. Et tu vois, là, je reconnais quand tu explicites cette fonction du message véhiculé, je reconnais dans tes mots-clés plusieurs enjeux qui valent aussi pour le français inclusif. S'adresser à tout le monde, être efficace, véhiculer des valeurs, les valeurs d'entreprise ou d'organisation, des valeurs d'inclusion, laissant personne sur le côté de la route. C'est ça aussi, c'est vraiment s'adresser à un maximum de personnes. Et ces deux évolutions de la langue, eh ben, elles suivent celles de la société, de la démocratie. Refuser le jargon, vouloir comprendre vite et lutter contre les stéréotypes, et tout ça se rejoint, tout ça converge en fait. Et alors, ce qui me marque aussi depuis quelques années qu'il y a cette controverse sur l'écriture inclusive, c'est qu'elle s'est concentrée sur le point milieu, donc qui est le signe graphique qui permet d'abréger les doublets. Et ce tout petit site de typographie a attiré les foudres de l'opposition. On a entendu beaucoup de choses, des propos extrêmement violents à son encontre, qui témoignent bien, ce que je disais tout à l'heure, de l'importance des enjeux. Parce que si nommer les femmes au féminin, c'était effectivement dérisoire ou secondaire, le sujet n'en serait pas un et on ne serait pas là aujourd'hui à devoir lutter, expliquer, réexpliquer. Donc, contourner le masculin générique en appliquant d'autres règles de français, ça contrarie, ça effraie les pouvoirs en place. Et c'est le cas de tous les changements, de toutes les remises en cause d'un ordre établi. Il y a un virage à prendre, vraiment. C'est très juste. Et en fait, tu vois,
je retrouve exactement la même chose autour de la rédaction en langage clair qui fait elle aussi l'objet d'attaques souvent vives. On lui reproche notamment d'appauvrir les textes, d'appauvrir la langue, de faire baisser le niveau en lecture, le niveau de maîtrise de la langue française. C'est vrai que les personnes qui détiennent le savoir, et le savoir en tout cas autour de la langue, du maniement de la langue, ne sont pas toujours enclines à partager ce savoir, parce qu'on sait bien que la langue, c'est un outil de domination et c'est un outil éminemment politique, comme tu le disais tout à l'heure. C'est en ce sens que l'utilisation de la rédaction en langage clair vise à démocratiser l'accès au savoir, à l'information. On verra comment dans un instant d'ailleurs. Et quand on a discuté toutes les deux la première fois, tu me parlais de 3 principaux atouts du langage clair. Tu veux bien nous les redonner, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je commencerai par dire que le langage clair, en tout cas la rédaction en langage clair, permet une meilleure efficacité du texte. Le lecteur le comprend plus vite, il en retient le message essentiel plus facilement et il peut donc agir en conséquence s'il le souhaite. Le langage clair, au deuxième atout, permet une meilleure communication. En effet, il évite les malentendus. Il apporte une plus grande précision au message et sur un certain type d'écrit, comme par exemple les modes d'emploi, il peut du coup apporter une meilleure sécurité à l'usager dans son utilisation d'un produit ou même d'un service en réalité. Et dernier atout, en tout cas troisième atout principal, c'est que ce langage clair permet d'installer une meilleure relation avec le lecteur. Parce qu'en fait, la clarté est perçue comme une marque de respect à son encontre par le lecteur. Il lui donne une impression de plus grande transparence et d'ouverture de la part du locuteur, c'est-à-dire de la personne qui émet le message. Et la rédaction en langage clair amène du coup une plus grande proximité avec la personne qui lit. Elle favorise finalement la confiance vis-à-vis de la marque, ce qui est tout bénéfice pour la marque, l'entreprise ou le service public qui recourt à la rédaction en langage clair. Tous ces aspects sont selon moi, primordiaux dans ce monde en plein bouleversement dans lequel on vit. Je suis tellement d'accord. Hein. Oui, on est raccord. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes se posent encore la question de pourquoi adopter le français inclusif, ce qui paraît complètement aberrant d'en être encore là. Qu'est-ce que tu leur réponds, toi? Mais on va repartir à nouveau sur ces points communs qu'on a avec le langage clair, hein, c'est-à-dire que la société progresse globalement sur une voie plus démocratique en bannissant les dominations. Donc, nommer les femmes au féminin, s'interroger sur les néologismes qui permettent de nommer ou d'inclure les personnes non binaires, par exemple, choisir son pronom, demander le choix de l'autre, sont des moyens de faire advenir une société plus respectueuse de la diversité qui la compose, une société plus juste, un monde d'après, comme on l'a un petit peu formulé après la pandémie. Et je trouve que ta spécialité est vraiment importante parce que s'exprimer en langage clair, tout comme pour moi en langage inclusif, c'est aussi lutter contre le déni de démocratie que représentent les jargons. Oui, c'est vrai qu'en nommant tout le monde au masculin, pour reprendre l'exemple de l'écriture inclusive, effectivement, le masculin générique, on le voit bien, exclut les femmes, les personnes non binaires. C'est de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur les recherches en neurolinguistique qui concluent que notre cerveau ne fait pas la différence en fait entre le masculin générique, donc qui en théorie inclut les femmes, et le masculin particulier ou spécifique qui désigne uniquement des hommes. Le masculin générique rend invisibles les femmes et les minorités de genre. Or, il n'est pas neutre. Certaines personnes essaient de nous faire croire qu'il y aurait un neutre en français, que ce serait le masculin. Mais en fait, non, il n'y a pas de neutre en grammaire française. C'est pas neutre non plus parce que notre cerveau
pense, voit, hein, on s'imagine des hommes devant un énoncé au masculin. Notre cerveau ne fait pas la différence entre les deux formes de masculin. Et c'est pour ça qu'on se projette uniquement un groupe d'hommes ou un homme en particulier. C'est quand même fou. Et puis en plus, c'est tellement important de savoir si une communication s'adresse à nous ou pas. Ben ouais, c'est ça, c'est ce qu'on constate, c'est que c'est dommageable, hein. Et ça va de pair, tu vois, avec l'invisibilisation des femmes dans de nombreux secteurs économiques. Nommer les femmes au féminin en adoptant le français inclusif, ça rappelle, ça donne à voir et ça donne à penser aussi aux femmes. C'est-à-dire que pour lutter contre les stéréotypes sexistes, alors je vais parler de médecine androcentrée, de l'effet Mathilda en sciences, de parité en politique, mais aussi d'égalité salariale et de retraite, et j'en oublie. Et tout ça, ça joue aussi à faire penser aux femmes, parce qu'en nommant, on fait penser à. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, la langue, c'est un outil puissant pour voir le monde. C'est un outil gratuit aussi, donc on ne va pas s'en priver, se priver de l'utiliser, et à disposition de tout le monde. Alors, pourquoi s'en priver et ne pas l'adopter pour justement représenter la vision que l'on a et les valeurs que l'on a. Et certes, je reviens aussi là-dessus parce que des fois, c'est bien d'enfoncer les portes ouvertes. Le français inclusif ne va pas résoudre toutes les injustices demain matin, mais il y contribue à chaque instant. On fait notre part en adoptant un langage oral et écrit inclusif. Bon, on s'est un petit peu attardé sur les grands principes là quand même. Mais concrètement, on fait comment, Christine? Alors, la première chose à faire quand on décide de rédiger un texte en langage clair, c'est de savoir qui est son destinataire, c'est-à-dire à qui on souhaite s'adresser. Il faut être également clair sur l'objectif du contenu écrit. On doit savoir pourquoi on écrit ce texte-là, à quoi il va servir, quel est son but. Quand on sait pour qui et pour quelles raisons on écrit, il ne reste plus qu'à travailler son texte au niveau lexical, bien sûr, syntaxique et au niveau également de sa structure. Donc, pour avoir lu des choses sur le langage clair, les recommandations, c'est préférer des mots courts, utiliser des mots courants, concrets. Effectivement, c'est un bon départ, mais c'est aussi privilégier la voix active dans les phrases, écrire des phrases courtes qui recourent à une syntaxe simple, sujet, verbe, complément, d'éviter les tournures négatives et puis aussi d'aérer la structure du texte en créant, par exemple, différents paragraphes, voire des sous-titres, des listes à puces. L'idée, c'est que le lecteur, visuellement, arrive sur un texte qui invite à la lecture, qui a une forme de convivialité, on va dire. Mhm. Et attention, je tiens absolument à le répéter ici, mais la clarification d'un texte et de son message ne doit absolument pas être synonyme d'appauvrissement de la langue ou des notions qu'elle véhicule. Vulgariser des concepts complexes pour les rendre plus accessibles et compréhensibles, ça ne veut pas dire renoncer à la précision et à l'exactitude des propos. Oui, on a les mêmes oppositions, les mêmes objections par rapport au français inclusif. Donc, tout ça, ça ne nous fait pas renoncer à l'utilisation d'un vocabulaire riche, varié, toute la palette linguistique du français, alors. Non, pas du tout, au contraire. Je dirais même que la rédaction en langage clair n'est vraiment réservée qu'à des spécialistes de l'écriture qui sont capables de maîtriser un très grand nombre de synonymes, une large palette lexicale, un vaste vocabulaire, pour être capable d'y choisir le mot le plus adapté, le plus approprié, tout en étant le plus simple à comprendre pour le lecteur. La rédaction en langage clair, une fois de plus, ne consiste pas à résumer ou à simplifier ou à appauvrir. Ça consiste à faciliter la lecture et la compréhension. Il s'agit en fait, mais ça c'est la traductrice sans doute qui parle là, mais il s'agit plutôt de traduire un texte pour le rendre plus compréhensible pardon, et plus pertinent, le traduire dans une langue plus accessible,
Et c'est quand même dommage, je trouve, de se priver de ce formidable outil par crainte de ne pas être pris au sérieux parce que vous prenez le parti de simplifier la langue dans laquelle vous rédigez vos contenus. En définitive, le langage clair, la rédaction en langage clair permet d'écrire sans exclure, d'accroître la confiance de la personne qui lit ce texte, de créer un lien fort avec ce lecteur ou cette lectrice et de lui transmettre une information précise qui ne prête pas à confusion. Donc le langage clair, finalement, c'est l'assurance pour les contenus écrits d'être lus et compris, qui est quand même sacrément précieux. Mais d'ailleurs, il me semble que pour le français inclusif, cet objectif est à peu près identique, non? Et les problèmes techniques, ils seraient lesquels pour le français inclusif? Oui, oui, mais c'est bien pour ça qu'on est là toutes les deux aujourd'hui, c'est sur ces points communs. Alors, je vais préciser qu'il n'y a pas de blocage ou d'impossibilité liée à la langue. Rendre un document, un texte, un message inclusif, c'est pas du tout une difficulté technique. Les mots existent. Les difficultés pour agir et commencer à adopter le français inclusif, c'est uniquement de l'ordre du changement. Prendre une nouvelle habitude, on s'en rend compte avec les bonnes résolutions du mois de janvier ou les nouvelles résolutions de rentrée au mois de septembre, c'est prendre une nouvelle habitude qui est difficile. Et c'est cette difficulté-là que présente le français inclusif. Pour simplifier le changement, j'ai l'habitude de proposer une procédure en 3 étapes. D'abord, on va identifier le contexte. Ensuite, on va définir la stratégie. Et puis, on va rédiger en fonction de la stratégie retenue. Donc, le premier commentaire à ce stade, c'est qu'il est plus facile de rédiger directement en mode inclusif. Traduire comporte l'existant contraignant du texte source. Quelqu'un a déjà écrit le texte, donc traduire est toujours il y a plus de contraintes dans la traduction que dans l'écriture. Mais selon qu'on traduit ou qu'on rédige un communiqué de presse en temps de crise, une notice de médicament, la page d'accueil d'un site marchand, un acte judiciaire, le contexte va influencer notre stratégie. Je prends un exemple pour illustrer un peu ça. La Fédération française du bâtiment veut recruter des collégiennes et des lycéennes pour ses parcours de formation en apprentissage. La stratégie, ça va être de féminiser la communication. Les solutions de contournement du masculin générique vont donner la priorité au doublet en mettant le féminin d'abord. Par exemple, charpentière et charpentier, menuisière et menuisier. Oui, donc du coup, en fait, tu choisis une stratégie, tu tries les alternatives et tu appliques, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Et donc, dans d'autres contextes, on va préférer démasculiniser, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que féminiser. On va vouloir rendre épicène, ou bien au contraire, on va pouvoir sortir de l'incarnation des noms d'individus et on va privilégier les formes collectives, ce qui va donner un registre de langue un petit peu plus impersonnel. Et c'est ces stratégies-là qui vont orienter notre choix vers des priorités différentes au moment de rédiger ou de traduire. C'est très important d'avoir bien ça en tête. D'accord. Christine, un grand merci, vraiment infiniment, pour avoir proposé cet article à 4 mains et pour ces échanges aujourd'hui. Je suis absolument ravie qu'on ait fait ça toutes les deux et je pense qu'on va avoir encore pas mal de choses à se dire et à échanger. Écoute, plaisir absolument partagé. Ça a été l'occasion d'échanges riches, de fou rire aussi, et ça, c'est très agréable. Et donc, au plaisir de poursuivre nos conversations autour de la langue. Très bien. Je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée. À À bientôt. toi aussi. À bientôt, Isabelle. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.